Mon père a levé sa fourchette lors du dîner du dimanche et l'a pointée vers moi à travers la table. Elle a abandonné cette famille pour rien, a-t-il dit. Assez fort pour que chaque tante et chaque cousin puissent l'entendre. Que personne parmi vous ne la laisse jouer les victimes. 14 proches, 14 têtes au chant comme s'ils avaient répété la scène. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle me regardait simplement de la façon dont on regarde une porte qu'on craint de voir s'ouvrir. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas pleuré. J'avais cessé d'espérer qu'il me croie depuis bien longtemps. Sous la table, où personne ne pouvait voir mes mains. J'ai tapé 4 mots et j'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai retourné mon téléphone face contre table, plié ma serviette et attendu. Car dans environ 20 minutes, quelqu'un allait franchir cette porte d'entrée. Et seules 2 personnes dans cette pièce savaient de qui il s'agirait. Je dois vous ramener en arrière avant de poursuivre. Car ce moment à table n'a aucun sens pris isolément. Rien de tout cela n'en a. Laissez-moi donc d'abord vous dire qui je suis. Je m'appelle Polly Foster. J'ai 36 ans. Et pendant 9 de ces années, les gens qui partagent mon nom de famille ont répété à quiconque voulait bien l'entendre que j'avais abandonné ma sœur alors qu'elle était mourante. Si vous écoutez ceci, faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Car je veux savoir qui est là. Et si vous avez déjà été la personne dont toute une famille a décidé qu'elle était la méchante avant. Même de lui poser une seule question. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, car vous savez déjà ce que l'on ressent. Maintenant, laissez-moi vous ramener au tiroir de ma chambre et à l'enveloppe que j'y ai gardée pendant 2 ans. Sans l'ouvrir. J'en viendrai à cette enveloppe, mais vous devez d'abord comprendre la structure de ma famille. Car cette structure explique toute l'histoire. Nous étions 4. Mon père, Gérald. Un homme qui mesurait l'amour et la loyauté et pensait que poser des questions revenait à choisir son camp. Ma mère Diane. Capable de se tenir dans une maison en feu et de vous convaincre que la fumée n'était que le fruit de votre imagination. Ma petite sœur Nora. Qui avait 9 ans de moins que moi et que j'aimais de la façon dont on aime un être qu'on a aidé à élever. Et moi, l'aînée, celle qui est partie la première pour l'université. Pour un programme de soins infirmiers à 800 km de là, et qui, dans l'histoire que raconte ma famille, n'est jamais vraiment revenue. Cette partie est même vraie en quelque sorte. Je suis effectivement parti. Mais je veux que vous gardiez une question en tête pendant que je vous raconte la suite. Car c'est la question que personne dans cette salle à manger n'a jamais posée. Si j'étais si sans cœur, si j'avais réellement tourné le dos à une fille mourante, alors pourquoi 9 ans plus tard. Ma mère était-elle la seule personne à cette table incapable de me regarder dans les yeux? Gardez cela dans un coin de votre esprit. Nous allons en avoir besoin. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire qui était Nora pour moi. Parce que cela a de l'importance. Quand elle est née, j'avais 9 ans. Et mes parents ressentaient ce genre de fatigue qui transforme une fille aînée en seconde mère. Qu'elle le veuille ou non. Je donnais ses biberons à Nora. Je lui ai appris à lire. Assise par terre dans sa chambre avec des livres d'images jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent. Quand elle faisait des cauchemars, elle ne pleurait pas pour appeler notre mère. Elle traversait le couloir à petits pas jusqu'à ma chambre. Je soulevais la couverture et elle s'endormait, ses petits pieds froids appuyés contre mes tibias. J'étais celle qui courait derrière son vélo dans notre rue l'été où elle a appris à en faire. J'étais celle qui tenait le téléphone la nuit où elle m'a appelé à l'université, à 14 ans. Le cœur brisé pour un garçon. Et je suis resté en ligne pendant 3 heures jusqu'à ce qu'elle puisse enfin respirer. C'est ce lien-là que ma mère a manipulé et transformé. Quand les gens entendent que j'ai donné mon nom à ma sœur pour lui sauver la vie, ils s'imaginent qu'il s'agissait d'une décision déchirante. Ce n'était pas du tout une décision. J'aurais donné à Nora tout ce que j'avais. L'agonie n'a jamais été que Nora vive sous mon nom. L'agonie venait du fait que notre mère l'avait pris sans demander. Puis avait transformé mon amour en preuve de mon prétendu crime. Nora est tombée malade quand elle avait 15 ans. J'en avais 24,
à mi-parcours d'un cursus accéléré en soins infirmiers à Columbus, dans l'Ohio. À 800 km d'autoroute et à toute une vie de distance de la maison où j'avais grandi. Cela a commencé par une fatigue permanente, puis des gonflements aux chevilles. Puis un mot qu'aucun de nous ne savait prononcer correctement, glomérulonéphrite. Ses reins lâchaient. Au printemps, les médecins utilisaient le mot greffe. Et ma mère était au téléphone avec moi tous les soirs, la voix tremblante et faible, me disant que ma petite sœur n'atteindrait peut-être pas ses 17 ans. Je tiens à être clair sur un point, car la version familiale l'efface complètement. Je ne suis pas resté assise dans l'Ohio sans rien faire. La nuit où ma mère m'a dit que Nora avait besoin d'une greffe, j'ai appelé la direction du programme pour demander ce qu'il faudrait pour reporter un semestre. J'ai proposé de rentrer à la maison. J'ai proposé de me faire tester comme donneuse. J'ai le même groupe sanguin que Nora, je le savais déjà. J'ai dit ces mots à haute voix au téléphone, « Maman. Je lui donnerai un rein. Peu m'importe. Dis-moi juste où aller. » Et voici la première chose que je veux que vous remarquiez. La première fausse note dans une chanson qu'il m'a fallu des années pour enfin entendre. Ma mère m'a dit non. Pas, on verra, pas, les médecins vont décider. Non. Tu restes où tu es. Polly. Tu as trop travaillé pour ce programme pour tout gâcher. On gère la situation. Concentre-toi sur ton avenir. C'est ce que tu peux faire pour cette famille. Je me souviens d'avoir été presque reconnaissante. J'avais 24 ans, j'étais terrifié, et quelqu'un me disait que j'avais le droit de préserver ma vie. Je n'ai pas entendu ce que j'aurais dû entendre. À savoir une femme fermant très soigneusement une porte et se tenant devant pour que je ne puisse pas voir ce qu'il y avait derrière. Il me faudrait 2 ans pour comprendre ce que cette porte cachait. Et à ce moment-là, les dégâts étaient déjà inscrits dans les dossiers administratifs de mon propre corps. Mais j'anticipe. Laissez-moi rester un peu plus longtemps sur ce premier printemps. Car la façon dont ma mère m'a géré pendant la maladie de Nora résume toute sa méthode en miniature. Et je veux que vous la voyiez clairement avant que cela n'apparaisse sur le papier. Après qu'elle m'a dit de rester dans l'Ohio, je n'ai pas simplement acquiescé pour raccrocher. 2 jours plus tard, j'ai appelé moi-même le coordinateur des greffes de l'hôpital. J'avais trouvé le numéro sur une brochure que Nora avait mentionnée. Et j'ai demandé à être inscrite pour être testée en tant que donneuse vivante. J'ai donné mon nom, mon groupe sanguin, ma ville. J'ai dit que je prendrais un vol à n'importe quelle date qu'il fixerait. La coordinatrice a été chaleureuse, un peu perplexe. Et m'a dit qu'elle prenait note et que quelqu'un me recontacterait. Personne ne l'a jamais fait. Pendant des années, je me suis dit que les délais n'avaient tout simplement pas fonctionné. Qu'ils avaient trouvé le rein d'un donneur décédé avant que mes tests ne soient programmés. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui s'était réellement passé. On ne peut pas avoir 2 Polly Foster dans le même système hospitalier. Une donneuse vivante nommée Polly Foster, testée, typée, enregistrée, présente en chair et en os, serait immédiatement entrée en collision avec la patiente nommée Polly Foster qui figurait déjà dans leur dossier. Mon offre d'aide ne s'est pas égarée par accident. C'était un incendie que ma mère devait éteindre rapidement avant que les 2 versions de moi-même ne se rencontrent dans une base de données et que tout ne s'effondre entre ses mains. Il y a eu une semaine, ce printemps-là, où j'ai décidé de rentrer quoi qu'elle dise. Nora avait fait une rechute, une infection, une forte fièvre, 3 jours en soins intensifs. Et j'ai réservé un vol de Columbus à Philadelphie sans demander la permission à quiconque. J'ai appelé ma mère pour lui dire que j'atterrirais le vendredi, et je ne l'ai jamais entendue, ni avant ni après, parler avec le ton qu'elle a employé lors de cet appel. Pas soulagée que sa fille aînée vienne aider. Paniquée. Non, a-t-elle dit. Non, non. Tu ne peux pas. Pas cette semaine. Elle est fragile. Il ne laisse entrer personne. Tu vas rapporter quelque chose sur tes blouses. Veux-tu être la cause de la mort de ta sœur? Elle en a tellement rajouté, et si vite, que j'ai fini par m'excuser auprès d'elle. J'ai réellement demandé pardon d'avoir essayé de venir voir ma sœur mourante. J'ai encaissé la perte du prix de ce billet.
Je suis resté dans l'Ohio et je me suis dit que ma mère savait ce qui était le mieux. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce vendredi était très certainement un jour où un examen ou un soin était programmé sous mon nom dans cet hôpital. Un jour où mon double de papier avait un rendez-vous. Et la dernière chose au monde que ma mère pouvait se permettre était que la vraie moi franchisse ses portes et se tienne à côté. Elle ne protégeait pas Nora de mes microbes. Elle protégeait son mensonge de mon visage. Gardez en mémoire ce printemps et l'endroit où je me trouvais. Les semaines où j'étais dans l'Ohio et celles où je n'y étais pas s'avèrent être exactement l'élément qui fait éclater toute cette histoire à la fin. Et ma sœur, comme cela s'est avéré. En garder discrètement la preuve depuis des années dans une enveloppe que je ne parvenais pas à me résoudre à ouvrir. J'ai donc fait ce qu'elle m'avait dit. Je suis resté. J'ai envoyé de l'argent, 3 cents par-ci, 5 cents par-là. Tout ce qu'une étudiante infirmière pouvait rogner sur ses prêts. J'appelais tous les dimanches, et à l'automne, ma mère m'a annoncé que le miracle s'était produit. Un rein de donneur, une greffe réussie. Une assurance qui s'était arrangée bien mieux que tout ce que nous avions espéré. Tout le monde l'a couverte d'éloges. Toute ma famille élargie parlait de Diane comme si elle avait lutté à main nue contre le système de santé et avait gagné. Tante Carole, la sœur cadette de ma mère, dont j'aurais beaucoup à dire, a même pleuré lors de cette première fête de l'Action de grâce, en racontant comment ma mère avait remué ciel et terre. J'ai pleuré moi aussi. J'ai cru chaque mot. Pourquoi en aurait-il été autrement? Nora était en vie. Nora allait s'en sortir. La fête de l'Action de grâce de l'année suivante est une scène que j'ai rejouée 100 fois depuis. Dans ma tête. Parce que j'y étais assise, et que je ne comprenais rien. Nous étions tous à table, cette même table, et ma mère s'est levée pour dire le bénédicité. Mais a préféré prononcer quelques mots sur l'année que nous venions de traverser. Elle a parlé de foi, de famille, et de la façon dont, lorsque les factures sont arrivées, celles qui auraient anéanti la plupart des gens, le Seigneur avait pourvu à une solution. Et tout le monde a dit « Amen ». Tante Carole a tendu la main, a serré celle de ma mère et a dit « Tu es une guerrière, Diane », en s'essuyant les yeux avec sa serviette. Et Nora était là, pâle, mince et bien vivante, âgée de 16 ans et à 13 mois d'une greffe. Et je me souviens qu'elle a à peine mangé. Je me souviens qu'elle gardait les yeux baissés sur son assiette tout le repas. Je pensais que c'était simplement de l'épuisement. Je croyais que ma sœur était fatiguée. Je sais maintenant qu'elle était assise à moins d'un mètre de la tante qui avait falsifié la ligne du témoin et de la mère qui l'avait obligée à vivre sous mon nom. Écoutant toute la famille les féliciter pour cela. Alors qu'elle n'avait que 16 ans et ne pouvait pas prononcer un seul mot. On mentait sur notre compte à toutes les deux à cette table, ma sœur et moi. Et aucune de nous ne savait que l'autre savait. Le Seigneur n'avait pas pourvu à une solution. C'était mon assurance. Et j'ai passé le plat de pommes de terre en disant « Amen » avec tous les autres. C'est ici que je vous demande de faire quelque chose. Car nous sommes sur le point de quitter la partie facile de cette histoire. Si vous avez déjà découvert, des années trop tard, que les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous mentaient en plein visage pendant que vous les en remerciez, j'aimerais sincèrement le lire dans les commentaires. Pas les détails, dites-moi juste, combien de temps vous a-t-il fallu pour vous en apercevoir? Parce que pour moi, il a fallu 2 années entières. Et tout a commencé par une lettre arrivée à la mauvaise adresse. J'avais 26 ans à l'époque, j'avais mon diplôme. Je travaillais de nuit dans un service de médecine-chirurgie, volant enfin de mes propres ailes. J'avais souscrit une assurance santé complémentaire. Le genre de couverture qu'on prend pour avoir un filet de sécurité quand on est infirmière et con. C'est exactement ce qu'une mauvaise année peut coûter. 3 semaines plus tard, j'ai reçu le refus. Pas une lettre annonçant une prime plus élevée. Un refus catégorique comportant une phrase que j'ai lue 4 fois. Debout devant le comptoir de ma cuisine. Avant qu'elle ne cesse d'être une simple suite de mots et devienne un gouffre sous mes pieds. En raison des antécédents médicaux documentés de la demanderesse.
notamment une insuffisance rénale terminale et un traitement immunosuppresseur post-greffe. Une insuffisance rénale terminale, une post-greffe. Moi, une femme qui n'avait jamais passé une seule nuit à l'hôpital en tant que patiente. Une femme dont les reins ne lui avaient jamais causé le moindre problème de sa vie. Je suis resté là et j'ai ri, en fait, parce que c'était si manifestement une erreur. Un dossier interverti, une bévue administrative commise par un pauvre employé surmené. J'ai appelé l'assureur le lendemain matin, m'attendant pleinement à régler cela en 10 minutes. Cet appel a duré 1h40. Et à la fin, je ne riais plus du tout, car la femme au bout du fil, gentille et déconcertée, continuait de me lire des éléments affichés sur son écran, une date d'opération chirurgicale, un hôpital en Pennsylvanie, un historique de prescription pour un médicament appelé tacrolimus. Le tout sous mon nom. Le tout sous mon numéro de sécurité sociale. Le tout provenant d'un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. À des dates où je pouvais prouver exactement où je me trouvais, dans l'Ohio, en blouse médicale. À badger à l'entrée d'un hôpital en tant qu'employé, et non en tant que patiente. J'ai raccroché et je suis resté assise sur le sol de ma cuisine pendant un long moment. Et la chose qui me revenait sans cesse en tête, celle qui me glaçait les mains. Ce n'était pas la fraude. C'était le médicament. Le tacrolimus. Je connaissais ce traitement. C'était ce qu'on donnait à quelqu'un après une greffe pour que son organisme ne rejette pas le nouvel organe. C'était ce que ma sœur prenait chaque jour pour rester en vie. Mon dossier médical était rempli de la vie de ma sœur, et quelqu'un l'y avait inscrite. Pendant environ une semaine, je n'ai rien dit à personne et je n'ai fait que trembler. Puis les choses ont empiré, comme toujours dans ce genre de situation. Pas d'un seul coup, mais par un second coup dur qui m'a prouvé que le premier n'était pas un hasard. Une agence de recouvrement m'a appelé au sujet d'un solde impayé dans cet hôpital de Pennsylvanie. 11 000 $ pour des services rendus à Polly Foster. Et demandait si je souhaitais mettre en place un plan de paiement. J'ai dit à l'homme qu'il se trompait de personne, et il m'a relu mon numéro de sécurité sociale. Lentement et avec certitude, en me demandant si c'était bien le mien. C'était le mien. Puis, 2 semaines plus tard, l'assurance invalidité que j'avais par mon travail d'infirmière m'a signalé pour un examen de dossier, et ma cotisation a triplé du jour au lendemain parce qu'une femme des ressources humaines, très désolée, m'a expliqué qu'un audit avait révélé un lourd antécédent rénal. J'étais une infirmière de 26 ans discrètement exclue des protections de base de ma propre profession. Parce qu'une version de moi sur papier était en train de mourir d'insuffisance rénale dans un autre état. C'est cette semaine-là que j'ai cessé de me dire que c'était une simple erreur. Les erreurs ne vous envoient pas de facture. N'augmentent pas vos tarifs et ne vous poursuivent pas par des agences de recouvrement. Quelqu'un vivait toute une vie médicale coûteuse sous mon nom. Et les rouages de cette machinerie commençaient à atteindre et à impacter la vraie moi. Une lettre et un appel téléphonique après l'autre. J'ai donc cessé d'attendre que cela prenne sens tout seul. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'en Pennsylvanie. Pas chez mes parents, pas encore, mais à l'hôpital où l'autre Polly Foster était née sur le papier. Le bureau des archives était une pièce sans fenêtre au sous-sol. Avec un comptoir en mélaminé et une employée fatiguée et bienveillante qui m'appelait « ma chérie ». J'ai rempli la demande pour obtenir mon dossier complet, j'ai montré mon permis de conduire, ma carte d'assurance, mon vrai visage. Elle est allée dans l'arrière-boutique et y est restée longtemps. Quand elle est ressortie, elle portait un dossier aussi épais qu'un dictionnaire. Elle l'a posé et m'a regardé avec une étrange et douce prudence, puis elle a dit « ma chérie. Tu es sûr que c'est toi ?» Parce que Gaël a ouvert le dossier au compte-rendu opératoire et l'a tourné pour que je puisse le lire. Le document mentionnait une receveuse de greffe de rein nommée Polly Foster et une ligne décrivant la patiente comme une jeune fille de 15 ans. J'ai regardé cette ligne. J'ai regardé mes propres mains d'une trentaine d'années posées sur le comptoir. Et l'employé a baissé la voix et a dit, du ton que l'on prend avec quelqu'un qui est sur le point de s'évanouir, « Chérie. Je crois que quelqu'un utilise ton nom. » Et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire, oui. Je crois que je sais qui.
J'aimerais vous dire que je suis allé directement voir les autorités en sortant de ce sous-sol. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait ce que je pense que beaucoup d'entre nous font quand le sol se dérobe. J'ai continué à chercher un moyen pour que ce ne soit pas vrai. J'ai donc emporté le dossier dans un motel et j'ai étalé sur le lit les 40 pages d'une inconnue portant mon nom. Admission, analyse, compte-rendu opératoire pour une greffe de rein avec mon nom en haut. À l'intérieur, un corps qui n'était pas le mien. Un corps de 15 ans mesurant 1,57 mètres, alors que je mesure 1,75 mètres et que j'avais 24 ans l'année où cela s'est produit. Et agrafé devant, réexpédié depuis une ancienne adresse, se trouvait ce qu'on appelle un relevé de prestation, un document montrant que mon assurance. La bonne et solide couverture que j'avais depuis que j'étais étudiante. L'assurance dont j'étais si fier, avait payé, encore et encore, pour les soins d'une patiente enregistrée sous le nom de Polly Foster. Une patiente qui était en réalité ma petite sœur. Il y a eu une autre chose qui a transformé ma peur en quelque chose de proche de la rage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai finalement cessé de me raconter que tout cela était inoffensif. Environ un an après avoir découvert l'affaire, je me suis moi-même retrouvé aux urgences. Une mauvaise réaction à un nouveau médicament, rien de dramatique. Le genre de choses qui arrivent à tout le monde. Mais quand ils ont ouvert mon dossier, le médecin des urgences est entré avec un visage très grave et a commencé à me poser des questions prudentes sur ma greffe, mes immunosuppresseurs, mon état immunodéprimé. Il était sur le point de me traiter comme une patiente greffée. De prendre de vraies décisions concernant mon vrai corps sur la base de l'historique médical de ma sœur. Et j'ai dû argumenter avec un médecin depuis un brancard pour lui expliquer que le dossier qu'il tenait entre les mains était un mensonge. Que cette maladie rénale n'était pas la mienne. Que les médicaments énumérés la n'avaient jamais, ne serait-ce qu'une fois, pénétré dans mon corps. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ma mère n'avait pas seulement volé ma couverture santé et mon dossier vierge. Elle avait implanté de faux antécédents médicaux qui pouvaient me valoir le mauvais traitement. Le mauvais médicament. La mauvaise décision de vie ou de mort au moment exact où je serais incapable de parler pour moi-même. Une carte de crédit volée est un vol. Cela, c'était différent. C'était une mine terrestre enfouie dans mes propres dossiers médicaux, à mon nom. Et n'importe quel jour, dans n'importe quel service d'urgence, avant n'importe quelle opération, elle pouvait exploser. C'est cette nuit-là que j'ai véritablement compris qu'il n'existait aucune issue consistant à laisser couler. Le mensonge était désormais attaché à mon corps. Il me suivrait dans chaque hôpital pour le reste de ma vie jusqu'à ce que quelqu'un y mette un terme. Et les seules personnes qui pouvaient confirmer la vérité étaient celles qui l'avaient forgée. Ainsi qu'une jeune fille de 15 ans qui avait porté ce bracelet d'hospitalisation. C'est la partie que je ne pouvais pas digérer. J'aurais presque pu pardonner un mensonge désespéré, stupide et ponctuel. Mais ce n'était pas un seul mensonge. C'était tout un système. Quelqu'un avait fait entrer ma sœur dans un hôpital sous mon identité. Sous ma couverture d'assurance, avec tout mon passé médical propre et sain. Et l'avait laissé vivre ainsi pendant 2 ans. Quelqu'un avait signé des formulaires. Quelqu'un avait entretenu le mécanisme. Rendez-vous après rendez-vous, renouvellement d'ordonnance après renouvellement. Pendant que j'envoyais de l'argent le dimanche et que je disais merci de me permettre de poursuivre mon programme d'études. Et je savais déjà. Je crois que je savais depuis le sol de ma cuisine de quelle écriture allait être remplissée. Formulaire. Mais je devais le voir de mes propres yeux. J'ai donc pris la route de la maison familiale. J'ai dit à mes parents que je venais pour une simple visite de week-end. Rien de plus. Ma mère était ravie. Elle a préparé un rôti. Et ce samedi-là, pendant qu'elle était à l'épicerie et que mon père regardait un match avec le son très fort, je suis entré dans le petit bureau attenant à leur chambre et j'ai ouvert le tiroir à dossier où ma mère gardait tout, parce que ma mère gardait absolument tout. Et j'ai commencé à chercher. Cela m'a pris 9 minutes.
Je le sais parce que je ne cessais de vérifier l'heure. Terrifié par le bruit que ferait la porte du garage. Dans un dossier en carton beige intitulé « Entre toutes choses, Nora médicale », j'ai trouvé la seconde moitié de ma vie. Un bracelet d'hôpital. Ce genre de bracelet en plastique qu'on vous clipse au bras lors d'une admission. Imprimé dans cette typographie d'hôpital carré et uniforme, Foster Poli. Ma date de naissance, un identifiant de patient. Et il avait été porté. Il était froissé et assoupli de la façon dont le plastique devient au contact de la peau. Dessous, un sachet de pharmacie agrafé contenant 3 vieux flacons de médicaments. Chaque étiquette portait le nom de « Polly Foster », les médicaments dont ma sœur avait besoin. Les doses qu'on donne à une adolescente. Et en dessous, dans une pochette plastique conservée aussi soigneusement qu'un acte de naissance. Une unique feuille de papier intitulée « Autorisation de divulgation et d'utilisation de renseignements médicaux protégés ». Un formulaire de consentement. Mon nom était dactylographié en haut, et en bas, sur la ligne de signature. Figurait à nouveau mon nom. Signé. Signé d'une main aux courbes et aux boucles qui ne ressemblait en rien à la mienne. Une main que j'avais vue rédiger des listes de courses durant toute mon enfance. La main de ma mère. Et à côté, sur la ligne du témoin, une seconde signature que je connaissais tout aussi bien. Tante Carole. Je me tenais dans ce petit bureau, tenant un bracelet à mon nom que ma sœur avait porté dans une chambre d'hôpital pendant que j'envoyais de l'argent le dimanche en disant merci. Et j'ai compris que ma famille n'avait pas seulement utilisé mon identité. Ils avaient créé une version papier de moi-même et l'avaient rendu malade. Et ils en avaient conservé les preuves dans un dossier, comme un album souvenir. J'ai tout remis exactement là où je l'avais trouvé. Tout, sauf une chose. J'ai fait glisser le formulaire de consentement hors de sa pochette. Je l'ai posé sur la vitre du photocopieur dans le coin, et j'en ai fait une copie. Les mains tremblant tellement que la première est sortie de travers. Puis j'ai remis l'original en place, refermé le tiroir, je suis allé m'asseoir à la table du dîner. J'ai mangé le rôti de ma mère et je lui ai dit qu'il était délicieux. C'était le dernier repas complet que j'ai pris dans cette maison avant celui auquel vous attendez. Que je revienne. Laissez-moi m'arrêter ici, car je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous dites, va voir la police. Et vous avez raison. C'est ce que la loi commande de faire. Mais je veux que vous vous asseyiez pendant une minute honnête à la place qui était la mienne. Si je portais plainte, la personne accusée de fraude criminelle et d'usurpation d'identité serait ma mère. Les preuves éclabousseraient ma sœur. Ma sœur qui, à ce moment-là, avait 17 ans, était à 2 ans de sa greffe. Sous des immunosuppresseurs qui rendaient une simple mauvaise grippe potentiellement mortelle. Une fille qui n'avait rien choisi de tout cela. Qui n'était qu'une enfant allongée sur une table d'opération sous un nom qui n'était pas le sien par. La seule adulte en qui elle était censée pouvoir avoir une confiance absolue. Quelque dossier que je monte, je le bâtirai sur son dos. Je suis resté avec ce dilemme pendant des semaines et, au final, j'ai fait un choix qui m'a coûté 9 ans de ma vie, et je le referai probablement. J'ai choisi la guérison de ma sœur plutôt que ma propre réhabilitation. J'ai fait signaler mon propre dossier médical. J'ai corrigé lentement et douloureusement ce que je pouvais. Puis j'ai fait la seule chose qui me paraissait surmontable, je suis parti. Avant de partir pour de bon, cependant, je lui ai donné une chance. Je me devais au moins cela. Une conversation, rien que nous deux. Où je mettrais les choses sur la table pour la laisser décider de ce qu'elle ferait. J'ai attendu un jour de semaine où mon père était au travail et Nora à l'école. J'ai pris la voiture. Je me suis assise en face de ma mère à son comptoir de cuisine avec la copie de ce formulaire de consentement dans mon sac, et j'ai dit, « Maman, je sais. » Elle n'a pas demandé ce que je savais. C'est la première chose que vous devriez remarquer. Une personne innocente demande, « Tu sais quoi ?» Ma mère est simplement devenue complètement immobile. Le même figement que lors de l'appel téléphonique de la semaine où j'avais tenté de prendre l'avion. Et elle a dit, « Tu sais quoi, ma chérie ?» Mais elle l'a dit avec une demi-seconde de retard. Et nous avons toutes les deux entendu cette demi-seconde.
Alors je lui ai tout dit. L'hôpital, le bracelet, les ordonnances, la facture, le tarif d'invalidité qui avait triplé. Le compte-rendu opératoire avec le corps d'une jeune fille de 15 ans sous mon nom. J'ai prononcé le mot falsification. J'ai posé la copie du formulaire de consentement sur son comptoir, mon nom écrit de sa main à elle. Et j'ai attendu qu'elle s'effondre, qu'elle me supplie, qu'elle m'explique. Et voici ce que ma mère a fait à la place. Et je veux que vous l'entendiez vraiment. Car c'est le portrait le plus fidèle d'elle que je puisse vous dresser. Elle est devenue calme. Elle est devenue calme de la façon dont un chirurgien devient calme. Elle a regardé ce document, elle m'a regardé et elle a dit, ta sœur allait mourir. Pas, je suis désolé. Pas, j'ai paniqué. Ta sœur allait mourir. Comme si c'était la phrase entière, et non le tout début d'une explication. J'ai dit, tu as volé mon identité. Tu m'as rendu malade sur le papier. Tu as laissé mon assurance payer. Pour cela et tu m'as laissé essuyer des refus de couverture sans jamais m'en dire un seul mot. Et elle a répondu et c'est la réplique que j'ai rejouée dans mon esprit plus que tout autre an. 9 ans. Tu avais une assurance. Elle n'avait rien. Que voulais-tu que je fasse? Que je la laisse mourir. Pour que tes papiers restent bien rangés? Elle l'a dit avec mépris. Comme si j'étais l'égoïste pour avoir osé m'opposer à ce qu'on pille silencieusement ma vie. Comme si le fait d'être en bonne santé et couverte faisait de moi une ressource qui lui était due. Et que m'en soucier faisait de moi quelqu'un de cruel. J'ai tenté une dernière fois d'atteindre la mère que je croyais encore exister quelque part en elle. J'ai dit. Tu aurais pu me demander. J'avais proposé mon aide. J'ai appelé le coordinateur des greffes. Moi-même. J'aurais dit oui à tout. L'argent? Les tests, tout. Tu n'avais pas besoin de voler cela. Tu n'avais qu'à me le demander. Et c'est laquelle a commis le lapsus qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune chance qu'elle éprouve jamais le moindre regret. Elle a dit. Et pour que tu fasses peser cela sur cette famille pour le reste de nos jours? Pour que tout le monde sache que Nora n'a survécu que grâce à toi? Non. C'est ma fille. Je n'allais pas devoir cela. À toi. Tout était désormais au grand jour. Il ne s'était jamais agi uniquement de sauver Nora. Il s'agissait de savoir qui aurait le droit d'être celle qui l'avait sauvée. Ma mère avait pris le moment le plus désespéré de la vie de sa famille et s'était assurée que si quelqu'un devait en être l'héroïne, ce serait elle. Même si le prix à payer était de faire de son autre enfant une coupable. Elle préférait encore falsifier mon nom plutôt que de solliciter mon aide. Car demander aurait signifié admettre que j'avais de l'importance. J'ai repris ma copie du formulaire. Je ne l'ai pas menacée. Je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai gardé cela pour la voiture. Où je suis resté assise dans son allée à trembler pendant 20 minutes avant de pouvoir tourner là. Clé de contact. J'ai simplement dit, Nora va guérir, et quand ce sera le cas, je serai parti. Tu pourras raconter à tout le monde tout ce que tu auras besoin de leur raconter. Et ma mère, que Dieu lui vienne en aide, a semblé presque soulagée. Parce que je venais de lui donner exactement ce qu'elle voulait, mon silence. Mon départ et un espace blanc immaculé là où se trouvait autrefois la vérité. Un espace qu'elle pouvait remplir avec l'histoire qui lui plairait. Je pensais protéger ma sœur. C'était le cas, mais je donnais aussi la plume à ma mère, et elle s'en est servie pendant 9 ans. Je n'ai fait aucune annonce officielle. Je n'ai pas envoyé de lettre pour exposer mes arguments. Je suis simplement rentré chez moi dans l'Ohio et j'ai cessé de revenir. J'ai arrêté d'appeler tous les dimanches. Quand ma mère m'appelait, j'abrégeais. Quand elle me demandait pourquoi j'étais si distante, je disais que j'étais occupé. Que j'étais fatigué, que le travail était dur. De petites vérités empilées pour former un grand mensonge par omission. Parce que la vraie réponse était: je ne peux pas m'asseoir à votre table et prétendre que j'ignore ce qu'il y a dans votre tiroir à dossier. Je pensais, que Dieu me pardonne, que si je disparaissais simplement en silence.
Toute cette affaire pourrait rester enfouie. Que ma sœur pourrait grandir en paix et que je pourrais porter ce fardeau toute seule. Je croyais sincèrement que le silence était un acte de bienveillance. Mais le silence a un prix. Et je l'ai payé dans l'Ohio pendant 9 ans dans une monnaie que personne ne pouvait voir. Je me suis bâti une vie, une belle vie sur le papier. Je suis devenu infirmière responsable. J'ai acheté un petit appartement avec une terrasse biscornue à l'arrière que j'adorais. J'ai eu une relation avec un homme patient et doux nommé Dan, qui voulait m'épouser. Et j'y ai mis fin, parce que comment construit-on un mariage au-dessus d'un tiroir verrouillé? Chaque fois qu'il me posait des questions sur ma famille, je lui servais la version édulcorée. Nous ne sommes tout simplement pas proches. Et chaque fois, je le voyais ressentir le vide de cette pièce dans laquelle je refusais de le laisser entrer. Finalement, il a cessé de poser des questions, et finalement, il est parti. Et il avait raison, lui aussi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui garde un secret vieux de 9 ans dans la pièce d'à côté. Le secret ne vous blesse pas seulement vous. Il affame discrètement tous ceux qui essaient de s'approcher. 2 fois au cours de ces années, j'ai failli révéler la vérité. La première fois, environ 3 ans après mon départ. Je me suis assise sur un parking devant un bâtiment fédéral avec mon dossier de copie sur le siège. Passager, et je n'ai pas trouvé la force d'entrer parce que Nora n'avait que 21 ans. Qu'elle prenait toujours son traitement et que je ne pouvais pas être sûr que faire éclater. L'affaire ne retomberait pas sur elle. Une enquête pour fraude sur sa propre greffe. Des questions difficiles sur une intervention pratiquée sous un nom volé. J'ai enclenché la marche arrière et je suis rentré chez moi. La seconde fois, j'ai rédigé toute l'histoire dans un courriel destiné à un avocat. Je suis resté à fixer le bouton d'envoi pendant 1 heure, puis je l'ai effacé. Car l'avocat m'aurait demandé ce que je voulais, et la réponse honnête était: je ne veux pas d'argent et je ne veux pas que ma mère aille en prison. Je veux juste cesser d'être le monstre de l'histoire, et il n'y a aucun recours juridique pour cela. Il n'existe aucun formulaire qu'on puisse déposer pour forcer sa famille à vous croire. J'ai donc fait ce qu'on n'est pas censé faire, j'ai attendu. Je me disais que j'attendais le bon moment. Mais la vérité, c'est que j'attendais Nora. J'attendais que ma petite sœur devienne pleinement adulte. Qu'elle s'éloigne suffisamment de ses médicaments et de cette mère pour pouvoir survivre à la vérité. Si jamais elle éclatait. Je ne savais pas si cela arriverait un jour. Je ne savais même pas si elle se souvenait des choses comme moi. Ou si l'histoire de notre mère l'avait réécrite elle aussi. Pendant 9 ans. Je n'ai eu aucune idée de si le seul témoin sur Terre capable de m'innocenter était de mon côté ou du leur. C'était la partie la plus solitaire de tout cela. Non pas d'être accusé. Mais d'être accusé alors que la seule personne qui connaissait la vérité ne daignait même pas me regarder. Je restais éveillé la nuit à me demander laquelle de nous deux notre mère avait le plus complètement brisé. La fille dont elle avait fait une coupable, ou la fille dont elle avait fait un secret. Je vais vous raconter une nuit de ces années-là. Car c'est la nuit où j'ai cessé de pouvoir prétendre que tout allait bien. J'étais de garde et nous avions une patiente, une femme âgée, mourante. Et ces 2 filles adultes se tenaient dans le couloir sans s'adresser la parole. 40 ans de rancœur dressés entre elles. Vers 3 heures du matin, l'une des filles m'a dit au poste de soins. Sans vraiment me poser de questions. Ayant simplement besoin de le dire à quelqu'un en blouse à 7 heures de la nuit. Elle a toujours cru aux mensonges que ma sœur racontait sur moi toute ma vie. Et maintenant elle s'en va et il est trop tard pour arranger les choses. J'ai répondu quelque chose de gentil et d'inutile. Puis je suis allé dans la salle des médicaments, je suis resté là, la main à plat sur une étagère. Incapable de reprendre mon souffle parce que je venais de voir mon propre avenir remonter ce couloir. Dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Trop tard pour arranger les choses. C'était cela, la famille que j'étais en train de me construire en silence. Une famille où la vérité n'apparaît qu'au chevet de la mort, si tant est qu'elle apparaisse. J'ai terminé mon service. Je suis rentré chez moi au lever du soleil. J'ai sorti le dossier de copie de mon placard et je l'ai regardé pendant un long moment avant de le ranger. Pas encore, me suis-je dit. Elle n'est pas prête.
Mais un jour viendrait. Je ne savais simplement pas que ce jour aurait besoin d'un enterrement pour arriver. Et voici ce que mon silence m'a rapporté. Ma mère, qui est la conteuse la plus douée que j'ai jamais connue, a pu expliquer mon absence comme bon lui semblait. Et ce qu'elle a choisi, je dois lui reconnaître ce talent, c'était parfait. C'était de raconter à tout le monde la vérité exactement inversée. Elle a raconté à la famille que lorsque Nora était malade et mourante, j'avais refusé d'aider. Que je n'avais pas voulu me faire tester comme donneuse, que je n'avais pas voulu donner d'argent. Que j'avais choisi ma carrière plutôt que la vie de ma sœur. Et que lorsque les choses sont devenues difficiles, je suis parti sans jamais me retourner. Chaque accusation reposait sur un fait réel qui s'était produit, mais dont la véritable raison avait été chirurgicalement retirée. Je suis effectivement resté dans mon programme d'études parce qu'elle me l'avait ordonné. Je n'ai pas fait de don d'organes parce qu'elle m'avait dit non. Je suis effectivement parti parce que j'avais découvert ce qu'elle avait fait. Elle a pris la substance de mon amour et l'a remplie du sens opposé. Et toute ma famille l'a gobé sans hésiter, parce que Diane avait remué ciel et terre pour Nora. Et que j'étais le fantôme qui ne s'était jamais montré. J'ai découvert ce qu'elle racontait aux gens de la façon dont on découvre habituellement une trahison, de biais, par quelqu'un qui supposait que j'étais déjà au courant. Environ un an après m'être muré dans le silence. Un cousin dont j'avais été proche enfant m'a envoyé un message sorti de nulle part. Pas de bonjour. Juste. J'espère que tu as conscience de ce que tu as fait à ta mère. Elle pleure sur toi à chaque fête. Je ne sais pas comment tu arrives à dormir la nuit en abandonnant ta propre sœur de la sorte. J'ai lu ce message 4 fois. Abandonner ma propre sœur. C'était la première fois que je voyais la forme aboutie de l'histoire depuis l'extérieur. Et cela m'a coupé le souffle tellement c'était complet. Ma mère n'avait pas simplement excusé mon absence. Elle m'avait façonné un personnage de toutes pièces. La carriériste froide qui s'était choisie elle-même au détriment d'une enfant mourante. Et elle l'avait distribuée à toute la famille comme une photographie. Et ils l'avaient tous accepté parce que c'était une meilleure histoire que la vérité. Et parce que c'était Diane qui la racontait. J'ai tapé et effacé une dizaine de réponses pour ce cousin. Au final, je n'ai rien envoyé. Car chaque bride de vérité que j'aurais pu dire aurait remis ma sœur sur la table d'opération. J'ai donc laissé ce cousin penser ce qu'il voulait. Je les ai tous laissés faire. Et chaque phrase que je n'ai pas prononcée est devenue une brique de plus dans le mur qu'il construisait autour de la femme qu'il croyait que j'étais. Tante Carole était la plus virulente. Et j'ai besoin que vous compreniez qui est Tante Carole. Car elle est la seconde responsable dans cette affaire. Et je ne la laisserai pas s'abriter derrière ma mère. Carole avait été témoin de ce document falsifié. Carole savait. Mais Carole avait aussi une dette envers ma mère. Mes parents avaient discrètement pris en charge plusieurs mensualités du prêt immobilier de Carole. Quelques années auparavant, l'empêchant ainsi de perdre sa maison. Et Carole était le genre de femme qui ne pouvait surmonter une telle dette qu'en décrétant que la personne qui l'avait aidée était une sainte et qu'une autre était une pécheresse. J'étais une cible toute trouvée. À chaque fête où je n'étais pas présente, Carole était là pour combler mon absence avec du venin. Racontant au cousin à quel point j'avais brisé le cœur de Diane. Affirmant que certaines personnes n'ont tout simplement pas la fibre familiale. Elle avait besoin que je sois la coupable presque autant que ma mère. Elles étaient donc deux à entretenir l'histoire, à la nourrir pendant 9 ans. Je suis pourtant revenu une poignée de fois au cours de ces années, et chaque fois, cela m'a coûté. Je revenais pour ma grand-mère Ruth, la mère de ma mère. Une petite femme vive qui n'avait jamais été dupe de sa propre fille une seule fois dans sa vie. Grand-mère Ruth était la seule brèche dans le récit. Elle m'appelait dans l'Ohio à l'improviste sans jamais me demander pourquoi j'étais parti. Elle me disait simplement, « Comment vas-tu vraiment, Polly ?» En insistant sur le mot « vraiment ». Comme si elle savait qu'il y avait toute une réponse cachée sous celle dont tout le monde se contentait. Pour ses anniversaires, je faisais les 800 km en voiture et je m'asseyais au bout de la table pour supporter le reste de la famille, car être près d'elle en valait la peine.
Et les autres étaient impitoyables. Je me souviens d'un anniversaire en particulier. Nora avait peut-être 20 ans à l'époque, rentrée de l'université, en bonne santé et rayonnante. Et je la regardais à travers la pièce comme je le faisais toujours. Avide de retrouver une miette de la sœur que j'avais eue autrefois. Tante Carole m'a surprise à la fixer et à lancer, assez fort pour que toute la table l'entende. C'est un peu fort de café. N'est-ce pas? La regarder avec tant d'insistance maintenant. Où était tout ce dévouement quand cette fille était sous dialyse? Et la table a eu cette réaction habituelle, ce faible murmure d'approbation. J'ai senti mon visage s'enflammer et je n'ai rien dit, car qu'aurais-je pu dire? La vérité serait retombée sur Nora, et je m'étais promis que cela n'arriverait jamais. J'ai donc laissé Carole m'attaquer. Je l'ai laissé me dresser un peu plus sur le bûcher devant tout le monde. J'ai siroté mon verre et j'ai compté les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Mais voici ce qui s'est passé après ce même anniversaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu continuer à revenir. Grand-mère Ruth m'a suivi jusqu'à ma voiture. Âgée de plus de 80 ans, se déplaçant lentement. Elle a parcouru toute cette longue allée dans l'obscurité de juillet. A pris mon visage entre ses deux mains parcheminées et m'a dit « J'ignore ce que ta mère a fait. Mais je sais que cela vient d'elle et pas de toi. Une mère connaît sa petite fille. Polly. Je te connais. » Et j'ai failli lui dire. J'ai failli briser 9 ans de silence là, contre la carrosserie de ma voiture. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que le dire à grand-mère Ruth aurait signifié qu'elle ne pourrait plus jamais regarder sa propre fille en face. Et je ne pouvais pas lui infliger cela dans les dernières années de sa vie. Je lui ai donc simplement tenu les mains et je l'ai laissé garder ce qu'elle avait déjà réussi à deviner par elle-même. Cette nuit-là, elle a glissé une carte dans la poche de mon manteau, même si c'était l'été. Une de ces cartes de Noël avec un billet de 20 $ à l'intérieur et cette même phrase qu'elle écrivait toujours de sa main tremblante, « Je te connais, ma chérie. » J'ai gardé chacune de ces cartes. Je les ai conservées comme d'autres gardent des reçus. Voici le détail qui me brisait le cœur à chaque réunion de famille où je me traînais sur tous les anniversaires de grand-mère. Car elle était la seule dans cette famille qui n'avait jamais cru à cette fable. Nora, ma petite sœur. En grandissant, chaque fois que nous étions contraintes de nous trouver dans la même pièce, Nora refusait de me regarder. Elle fixait son assiette. Elle trouvait un prétexte pour être dans la cuisine. Si nos regards se croisaient par accident, elle tressaillait et détournait la tête. Et tout le monde l'interprétait de façon évidente, la pauvre Nora, la sœur abandonnée, ne peut même pas supporter de regarder la femme qui l'a laissée mourir. Mon père l'interprétait ainsi. Tante Carole l'interprétait certainement ainsi et le répétait souvent à voix haute. Je l'ai interprété ainsi moi aussi pendant des années. Je pensais que ma sœur me détestait. Je pensais que c'était le prix du choix que j'avais fait, qu'en la protégeant, je l'avais perdue. Et qu'elle avait grandi en croyant à l'histoire elle aussi. Cela me déchirait le cœur chaque fois. Et j'avais tort. J'avais totalement tort sur la signification de ce mouvement de recul. Mais je ne l'apprendrai que lorsqu'elle se tiendrait sur le pas d'une porte. Il y a 2 ans. J'avais 34 ans. Une enveloppe est arrivée à mon appartement de Columbus. Mon nom et mon adresse y figuraient en lettres d'imprimerie soignées. Pas d'adresse d'expéditeur, mais le cachet de la poste indiquait ma ville natale. Je sentais qu'il y avait des papiers pliés à l'intérieur. Ainsi qu'un petit objet rigide et pesant dans un coin. Et je ne l'ai pas ouverte. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Car je pense que certains d'entre vous ont aussi une enveloppe comme celle-là. J'étais tellement fatigué. J'avais passé des années à me bâtir une existence où je n'étais pas obligé de penser à cette maison. Chaque jour. Et cette chose arrivait pour franchir toute cette distance et m'y replonger. Je n'en avais tout simplement pas la force. Je me suis dit que je l'ouvrirais plus tard. Je l'ai mise dans le tiroir de ma table de chevet sous un chargeur de téléphone de rechange et une montre cassée. Et j'ai refermé le tiroir. Tous les quelques mois, je me souvenais qu'elle était là. Mon estomac se nouait et je refermais le tiroir.
pendant 2 ans, cette enveloppe a attendu. Elle est présente dans cette histoire pour une raison. Gardez-la en tête. Ce qui nous amène enfin à cet été, en juillet. À la raison pour laquelle je suis monté dans ma voiture et ai parcouru 800 km pour retrouver une famille qui avait passé près d'une décennie à dire à qui voulait l'entendre que j'étais la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Ma grand-mère est morte. La mère de ma mère. La seule personne qui m'avait toujours glissé une carte de Noël avec un billet de 21 mots. Disant simplement, je te connais, ma chérie, s'est éteinte dans son sommeil en juin, à 89 ans. Et quoi que j'ai perdu avec le reste d'entre eux, je ne l'avais pas perdu, elle. Je n'allais pas laisser leur récit m'empêcher de dire adieu à la seule personne sous ce toit qui m'avait aimé simplement et sans condition. Je suis donc rentré pour la cérémonie commémorative. Je me suis répété la règle que je m'imposais toujours, assieds-toi en silence. Honore la personne pour qui tu es venu, ne mords pas à l'hameçon et repars. Je n'étais pas venu pour me battre. Je vous le jure, le matin de ce dîner du dimanche, je n'avais aucun plan. Tout ce que j'avais, c'était une robe noire, un chagrin qui n'appartenait qu'à moi et pour des raisons que je ne m'explique toujours pas tout à fait. Cette enveloppe non décachetée que j'avais sortie du tiroir de la table de chevet au dernier moment. Pour la glisser dans mon sac, en me disant que ce serait peut-être enfin la semaine où je la lirais. Elle a voyagé dans mon sac à main jusqu'en Pennsylvanie. Elle est restée dans ce sac à mes pieds, sous la table, tout au long du repas. L'office ce matin-là était intimiste, rempli de gens qui se montraient précautionneux autour de moi. J'étais assise seule au deuxième rang tandis que ma mère, mon père et Nora occupaient le premier. Une cellule familiale comportant un vide exactement de ma taille. J'ai lu le texte d'hommage parce que ma grand-mère l'avait demandé. Des mois avant de mourir. Elle avait dit à ma mère qu'elle voulait que Polly fasse la lecture à ses funérailles. Et ma mère n'avait pas trouvé le moyen de refuser la dernière volonté d'une mourante sans devoir en expliquer la raison. Je me tenais donc là, devant une église pleine de proches qui me croyaient sans cœur. En train de lire les mots que ma grand-mère avait choisis. J'ai levé les yeux une fois en cours de lecture et j'ai surpris Nora qui me regardait. Qui me regardait véritablement, comme elle ne l'avait pas fait depuis 9 ans. Et elle n'a pas détourné les yeux. J'en ai perdu le fil de mon texte un instant. Puis j'ai terminé. Je me suis rassise et je me suis dit que j'avais imaginé l'intensité de cet échange. Ce n'était pas le cas. Je crois que c'est ce matin-là que ma sœur a pris une décision. Je crois que le fait d'être dans cette église pour dire adieu à la seule personne qui m'avait toujours cru a fini par débloquer ce qui était resté coincé en Nora pendant des années. Car quelques heures plus tard, quand 4 mots lui sont parvenus sous une table de dîner. Elle était déjà à mi-chemin de sa voiture avec un dossier avant même d'avoir fini de les lire. J'ai tenu bon pendant la cérémonie. C'était le dîner qui suivait qu'ils avaient préparé avec minutie. Il y a eu 1 heure d'intervalle entre l'église et le repas. Une réception dans la salle paroissiale. Avec du café léger et des plateaux de biscuits de supermarché. Et c'est là, dans la cohue des proches qui évitaient de se tenir trop près de moi, que Nora m'a trouvé. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle ne le pouvait pas. Notre mère était à une dizaine de mètres, animant la salle dans sa robe noire. Mais ma sœur s'est arrêtée près de moi à la table du café, tout près, sans me regarder. Et m'a dit tout bas, d'une voix vive et feutrée, « Tu as toujours le même numéro ?» J'ai répondu que oui. Elle a dit, « Garde ton téléphone allumé ce soir. » Et puis elle est partie. Réintégrée dans la foule par une tante avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Je n'avais pas compris. Je pensais peut-être qu'elle voulait discuter après le dîner dans un endroit tranquille. J'ai fini par poser mon téléphone sur mes genoux à cette table. Sans savoir que j'allais m'en servir. Alors, quand mon père a levé sa fourchette. Que toute la table a hoché la tête et que quelque chose en moi, après 9 ans. A fini par se dire que c'en était assez, j'avais déjà la seule chose dont j'avais besoin. J'avais l'autorisation de ma sœur. Garde ton téléphone allumé ce soir. Elle avait su avant moi ce que ce dîner allait devenir. Elle avait attendu 9 ans que je sois prête. Et ce matin-là, dans une église.
en me voyant lire les paroles de notre grand-mère devant une assemblée qui me haïssait. Elle avait compris que je l'étais enfin. Nous étions de retour chez mes parents, dans la même salle à manger. Autour de cette même longue table que mon père avait fabriquée de ses propres mains et dont il était si fier. 14 convives, et moi. Et dès que les assiettes ont été servies, j'ai pu le sentir. De la même façon qu'on sent un orage approcher, les petites remarques, les silences lourds de sens. Tante Carole me demandant à travers la table, sur un ton mielleux au possible. Si j'avais seulement pris la peine d'aider pour les soins de grand-mère ces dernières années. Ou si, c'était encore trop de famille pour toi. On ne m'avait pas laissé approcher des soins de ma grand-mère, mais je n'ai pas dit cela. J'ai répondu, je suis juste là pour me souvenir d'elle, Carole. Mais Carole n'en avait pas fini, car Carole n'en avait jamais fini. Parce que je vais te dire qui a aidé, a-t-elle poursuivi, s'échauffant. Jouons pour l'assemblée. Ta mère. Ta mère est restée assise avec Ruth chaque jour jusqu'à la fin. Où étais-tu? Dans l'Ohio. Toujours l'Ohio. C'est un miracle que tu te souviennes encore du chemin du retour. Quelques-uns des parents les plus âgés ont murmuré. Mon oncle Pet a secoué la tête en regardant son assiette. Et j'ai senti la vieille machine se remettre en marche. Celle qui m'avait broyé à chaque réunion de famille pendant 9 ans, Carole allumant le feu. La table l'alimentant, ma mère assise, sereine, en bout de table. Se réchauffant les mains aux flammes. J'ai regardé la chaise vide de ma grand-mère, encore dressée à table par habitude, et j'ai pensé. Pas aujourd'hui. Je suis venu ici pour elle. Et je ne vous laisserai pas utiliser son enterrement. Pour me faire subir cela une fois de plus. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Et j'ai observé ma mère en bout de table qui me regardait. J'ai décelé chez elle quelque chose que je n'avais jamais tout à fait vu auparavant. Non pas du triomphe, mais quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle ne cessait de regarder vers la porte d'entrée. Et puis mon père a reposé sa fourchette. La reprise. L'a pointé vers moi à travers la table et a prononcé cette phrase dont je vous ai parlé au tout début, elle a abandonné cette famille pour rien. Que personne parmi vous ne la laisse jouer les victimes. Et 14 têtes ont hoché l'accord. Alors j'ai glissé la main sous la table et j'ai envoyé 4 mots à la seule personne sur 7. Terre qui ne pouvait pas mentir sur ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Parce qu'elle l'avait vécu sous mon nom. Et ces 4 mots étaient, viens s'il te plaît. Je suis prête. Puis j'ai retourné mon téléphone, j'ai plié ma serviette et j'ai attendu. Car je savais que dans une vingtaine de minutes, cette porte d'entrée allait s'ouvrir. Et maintenant, vous savez presque tout. Les personnes présentes dans la pièce ne savaient presque rien. Car j'ignorais encore ce que contenait l'enveloppe. Et vous non plus. Si vous êtes toujours avec moi, et j'espère que vous l'êtes. Car nous arrivons au passage que j'ai attendu 9 ans pour pouvoir le prononcer à haute voix. Prenez une seconde avant que la porte ne s'ouvre et dites-moi dans les commentaires. À cet instant précis, pensez-vous que j'ai bien fait de garder le silence toutes ces années? Oui ou non? Je veux sincèrement le savoir, car je me suis posé la question 1 millier de fois. Maintenant, laissez-moi vous replacer sur cette chaise. Avec cette fourchette toujours pointée vers moi. Et laissez-moi vous montrer ce que ma mère a fait ensuite, car elle n'a pas attendu passivement. Elle est passée à l'offensive et, pendant environ 3 minutes, elle a presque gagné. Voici ce qui rendait ma mère dangereuse. Elle ne laissait jamais une accusation reposer sans réagir. Dès que mon père a baissé sa fourchette et que les hochements de tête se sont estompés. Elle s'est levée lentement, avec une grande dignité. Tamponnant le coin de ses lèvres avec sa serviette comme une femme sur le point de porter un toast. Je ne voulais pas en arriver là, a-t-elle dit à l'ensemble de la table, mais surtout aux cousins. À son public. J'ai protégé la réputation de cette fille pendant des années parce qu'elle est mon enfant et que je ne suis pas une personne cruelle. Mais je refuse de rester assise ici et de me faire traiter de menteuse en la mémoire de ma propre mère. Puis elle a quitté la pièce et est revenue avec une feuille de papier sous pochette plastique.
Et j'ai senti le sol se dérober, car je connaissais cette pochette. Je connaissais ce papier. C'était le formulaire de consentement, celui avec sa signature falsifiée. Elle l'avait gardé pendant 9 ans. Elle avait conservé la chose même qui pouvait la condamner. Et maintenant, elle allait s'en servir comme d'une épée. Ceci, a-t-elle dit en le brandissant pour que la lumière l'éclaire, est une décharge médicale signée par Polly autorisant cette famille à partager et gérer ses informations médicales, parce que lorsque ta sœur était mourante, Polly, tu as signé ceci afin que nous puissions coordonner ses soins. Elle a laissé ses mots faire leur effet. Et maintenant, tu t'assieds à ma table en faisant comme si on t'avait fait du tort. Tu as signé cela. C'est bien. Ton nom. Alors, qu'en est-il? As-tu participé à sauver ta sœur? Ou n'as-tu jamais été là? On ne peut pas prétendre les deux. Elle a posé la feuille au milieu de la table, face visible. Mon nom tracé dans cette écriture tout en boucle au bas de la page. Et elle a regardé autour d'elle les 14 visages qui se tournaient désormais vers moi. Et j'ai vu le dernier vestige de leur doute tourner au mépris. Car pour eux, elle venait d'apporter une preuve. La preuve que j'avais été impliqué, que j'avais été au courant, que j'avais consenti. Et que tout ce que je pourrais déclarer n'était que les récriminations d'une femme qui reniait sa propre signature. J'aimerais vous dire que je me suis levé pour la démolir calmement. Je ne l'ai pas fait. Pendant quelques secondes, je suis resté muette, car c'est une chose de connaître la vérité. Et c'en est une autre de se trouver dans une pièce où 14 personnes viennent de décider que l'exact inverse est vrai. Brandissant la preuve de votre innocence comme si c'était celle de votre culpabilité. Ma mère avait pris l'objet le plus accablant de toute l'histoire, un document juridique falsifié, pour le transformer en son alibi. Misant tout sur la seule chose pour laquelle elle avait eu raison pendant 9 ans. Que je ne riposterai jamais assez fort pour faire exploser la famille. Ce n'est pas ma signature, ai-je fini par dire. Ma voix est sortie trop basse. Trop calme. Maman, ce n'est pas ma signature, et tu le sais très bien. Elle m'a souri alors, presque avec douceur. De la façon dont on sourit à un enfant qui ment à propos d'une lampe cassée. Prouve-le. A-t-elle dit. Et toute la table a semblé pousser un soupir de soulagement. Parce que, bien sûr, je ne le pouvais pas. Comment prouve-t-on une négation à travers une table devant des gens dont la vie est déjà tranchée? Sans avocat. Sans expert et sans rien d'autre que sa propre parole face à un bout de papier portant son nom. Tante Carole a émis un petit bruit dans sa gorge, un rire discret. Et a murmuré à la cousine à côté d'elle, elle a toujours eu réponse à tout. Et mon père avait simplement l'air fatigué, déçu et certain de son fait. J'étais venu dans cette maison sans aucun plan, avec mon seul chagrin. Et j'étais en train de perdre. Je le sentais. 9 ans de mensonges étaient sur le point de se refermer définitivement sur moi. Je veux être franche sur le sentiment d'extrême solitude qui m'a envahi à cette minute précise. Si vous avez déjà été en infériorité numérique face à des gens qui partagent votre propre sang, vous savez que c'est une forme bien particulière de noyade. Ce n'était pas seulement qu'ils ne me croyaient pas. C'était que ma mère avait érigé le fait de ne pas me croire en un acte de loyauté familiale. Pour prendre mon parti, quelqu'un à cette table aurait dû trahir Diane. Et Diane avait passé 9 ans à faire d'elle-même la personne qu'on ne trahit pas, la guerrière. Celle qui avait remué ciel et terre. Il ne choisissait donc pas simplement son histoire plutôt que la mienne. Il choisissait la version de la famille où il pouvait continuer à être de braves gens ayant aimé une sainte, plutôt que la version où ils avaient passé 9 ans à nourrir un mensonge en appelant cela le repas du dimanche. Personne ne renonce facilement à cela. J'ai regardé autour de la table des visages que je connaissais depuis toujours, Pete, Rachel, des cousins avec qui j'avais partagé mon enfance, et aucun d'entre eux ne soutenait mon regard. Et j'ai compris une chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Un mensonge aussi vieux ne tient plus par la seule volonté de son auteur. Il est soutenu par tous ceux qui préfèrent ne pas découvrir qu'ils ont aidé à le bâtir.
C'est exactement pour cela que la vérité allait devoir franchir la porte d'entrée sur ses deux jambes. C'était la seule chose assez percutante pour forcer 14 personnes à déposer le récit qu'elle portait depuis 9 ans. J'ai donc arrêté de jouer à son jeu. C'est la seule chose intelligente que j'ai faite durant toute cette heure terrible. J'ai cessé d'essayer de gagner la discussion selon ses règles. Car on ne peut pas remporter un débat face à quelqu'un qui est prêt à mentir sur votre propre écriture. Au lieu de cela, j'ai regardé l'horloge au-dessus du buffet. 11 minutes s'étaient écoulées depuis l'envoi de mon message. J'ai reporté mon regard sur ma mère, et quelque chose sur mon visage a dû changer. Car son sourire a vacillé. Tu veux savoir pourquoi je ne me bats pas avec toi au sujet de ce morceau de papier? Ai-je dit. C'est parce que je n'en ai pas besoin. J'ai déjà demandé à la seule personne qui ne peut mentir sur rien de tout cela de venir ici et de se tenir dans cette pièce. Elle habite à 20 minutes d'ici. Elle est en route en ce moment même. Et j'ai vu la main de ma mère, la main qui avait contrefait la signature, s'immobiliser sur le dossier de sa chaise. Elle s'est reprise rapidement. Elle le faisait toujours. Et qui cela pourrait-il bien être, a-t-elle demandé. Mais il y avait une nuance nouvelle dans sa voix, un fil tendu à l'extrême. Tante Carole est intervenue, d'une voix sèche et forte. Oh, c'est du théâtre. Diane, ne lui fais pas ce plaisir. Elle invente tout. Mais ma mère n'écoutait pas Carole. Ma mère calculait. Je voyais les rouages tourner derrière ses yeux. Le même calcul que j'avais fait un jour sur le sol d'une cuisine dans l'Ohio. Qui vit à 20 minutes d'ici? Qui sait? Qui aurais-je bien pu contacter par message pour devenir subitement aussi calme? Et j'ai vu la seconde exacte où elle est arrivée à la réponse qu'elle refusait d'envisager. Car tout le sang a quitté son visage d'une manière impossible à feindre. Et elle a murmuré un mot, très doucement. Pas à moi, presque pour elle-même, non. Laissez-moi vous décrire ces quelques minutes qui ont suivi. Car elles ont été les plus longues de mon existence. Personne n'est parti. C'est le propre d'une famille comme la mienne, même quand l'air est saturé de tension. Personne ne se lève de table. Car se lever reviendrait à admettre qu'il se passe véritablement quelque chose. Nous sommes donc restés assis. Mon père, perplexe désormais, ne cessait de regarder alternativement entre ma mère et moi. Sentant un basculement qu'il ne parvenait pas à nommer. Tante Carole maintenait un bavardage nerveux sur le ridicule de la situation. Le bébé d'un cousin a commencé à s'agiter dans la pièce voisine. Et ma mère s'est rassise lentement, a joint les mains. Et j'ai compris qu'elle tentait un dernier coup de poker. Pariant que la personne qui franchirait cette porte prendrait son parti. Comme tout le monde prenait toujours son parti car c'était là la mécanique même de notre famille. Et elle ne lui avait jamais fait défaut. Elle pensait encore que la personne à qui j'avais écrit allait entrer et m'achever. Elle allait bientôt découvrir qu'elle avait deviné l'identité de la personne. Mais s'était trompée sur absolument tout le reste. Les minutes s'étiraient, et je veux vous les restituer telles que je les ai vécues. Car cette attente était une épreuve en soi. Ma mère s'était tue, ce qui était plus effrayant que tout ce qu'elle aurait pu dire. Et ce silence s'est répandu le long de la table comme de l'eau glacée. Tante Carole essayait de relancer la conversation, eh bien, pour ma part. Je refuse de rester assise ici à être prise en otage par je ne sais qui qu'elle prétend avoir convoqué. Mais personne n'a enchaîné, car chacun sentait que la température de la pièce avait chuté. Sans encore en comprendre la raison. Et puis il s'est produit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ma cousine Rachel, 22 ans. L'une des plus jeunes qui avait grandi en entendant dire que j'étais le monstre de la famille. A pris la parole. Pas pour me défendre, juste pour poser une question. Elle a regardé le formulaire de consentement toujours posé au milieu de la table et a lancé à la cantonade. Attendez, si tante Diane avait la preuve depuis tout ce temps que Polly était d'accord. Pourquoi ne la voit-on que maintenant? 9 ans qu'elle est restée dans un tiroir? C'était une question si simple, si logique, et je l'ai vu frapper ma mère de plein fouet.
Car c'était la première fois dans toute cette pièce qu'une seule personne dirigeait ses doutes dans la bonne direction. La tête de ma mère a pivoté brusquement vers elle, parce que je la protégeais. Rachel. Contrairement à d'autres, je n'étale pas les affaires de cette famille. Trop vif, trop agressif. Rachel s'est calée au fond de sa chaise, et je l'ai vue se mettre réellement à réfléchir. Une faille. Après 9 ans, une infime fissure venait d'apparaître dans un mur de 14 personnes. Je n'ai pas insisté. J'avais appris il y a longtemps que lorsque quelqu'un commence à plaider votre cause à votre place, la chose la plus intelligente à faire est de s'effacer. Au lieu de cela, je me suis autorisé à ressentir pour la première fois dans cette pièce autre chose que de la peur. Car voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Ce que j'avais transporté discrètement pendant tout le dîner. Je n'étais pas venu dans cette maison totalement démuni. Dans mon sac à main, juste à côté de l'enveloppe que je n'avais toujours pas ouverte, se trouvait un mince dossier à moi, les pages rectifiées de mon dossier médical. Le signalement de fraude émis par mon assureur, l'avis de recouvrement, l'audit d'invalidité. Pas la preuve de qui l'avait fait, mais la preuve que cela avait été fait, qu'on avait greffé les antécédents d'une jeune fille mourante sur le nom d'une femme en parfaite santé. J'avais été prête à tout étaler sur la table s'il le fallait. Mais j'espérais ne pas avoir à le faire, car il existe un type de preuve qui surpasse n'importe quel document imprimé. Et il était en train de remonter l'allée. Mes papiers pouvaient prouver un délit. Une seule personne pouvait prouver toute une vie vécue sous mon nom. Et c'est une vie humaine qui fait voler une famille en éclats, pas une feuille de papier. L'horloge au-dessus du buffet indiquait 19 minutes quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Ma mère l'a entendu aussi. Je l'ai vue se redresser très droite et se préparer pour une ultime représentation. Encore maintenant. Misant toute sa mise sur l'idée que quiconque franchirait cette porte se rangerait de son côté, parce que c'était le seul monde dans lequel elle avait jamais su vivre. Elle avait passé 27 ans à être certaine d'une chose, que Nora lui appartenait. Elle était sur le point de perdre cela aussi. Pendant que nous attendons cette porte, laissez-moi vous révéler ce que vous vous demandez. Cette question à propos de l'enveloppe, car je me la posais moi aussi, assise là. Elle était toujours dans mon sac à mes pieds. Et quelque part au cours de ces longues minutes au cœur du silence de ma mère, mon esprit s'est tourné vers elle. Les feuilles que je pouvais sentir pliées à l'intérieur, cette petite masse rigide dans le coin. J'avais transporté cette enveloppe pendant 2 ans et sur 800 kilomètres. Sans jamais avoir eu le courage de regarder ce qu'elle contenait. Et il m'est apparu avec une certitude froide et étrange que la personne qui l'avait postée et celle à qui je venais d'envoyer un message pouvait être la même personne. Que l'enveloppe et la sonnette d'entrée étaient les deux extrémités d'un même fil. J'ai baissé la main et je l'ai posée sur mon sac. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais je l'ai tenue fermement et j'ai fixé la porte. La sonnette a retenti. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis mon père s'est à demi levé par réflexe pour aller ouvrir, mais j'ai dit: ne bouge pas. C'est pour moi. Et quelque chose dans ma voix l'a fait se rasseoir sur sa chaise. Je me suis levé. Mes jambes peinaient à me porter. J'ai longé cette table que mon père avait fabriquée. Suis passé devant 14 personnes qui avaient passé 9 ans à me prendre pour un monstre. Et j'ai ouvert la porte d'entrée de mes parents. Et là, sur le perron, dans la lumière du crépuscule de juillet, se tenait ma sœur, Nora. Âgée de 27 ans aujourd'hui, en bonne santé, grande, le teint frais. Une jeune femme là où je m'attendais encore à demi à trouver une adolescente malade. Elle serrait ses clés dans un poing et tenait une simple chemise cartonnée dans l'autre. Et elle tremblait. Et elle m'a regardé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. La chose qu'elle n'avait pas faite depuis 9 ans. Et ce mouvement de recul que j'avais passé tout ce temps à prendre pour de la haine. Je l'ai enfin vu pour ce qu'il avait toujours été, c'était de la culpabilité. C'était du chagrin. C'était une fille qui connaissait la vérité depuis qu'elle était en âge de la comprendre. Et qui avait été trop effrayée. Trop aimée par les mauvaises personnes pour la déclarer à voix haute. Tu m'as écrit.
A-t-elle chuchoté. Tu m'as enfin écrit. Et j'ai dit, je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Et elle a répondu, je suis désolé d'avoir mis encore plus de temps. Pendant une seconde, nous sommes simplement restés là sur le pas de la porte. Deux femmes adultes qui avaient été autrefois une fillette de 9 ans et un bébé. J'ai posé ma main contre sa joue. De la façon dont elle avait l'habitude de se blottir quand elle était petite. Elle s'y est appuyée, et 9 années de silence se sont apaisées entre nous. Ils sont tous là-dedans. Ai-je dit. Tous. Tu n'es pas obligé de faire cela. Tu peux faire demi-tour tout de suite. Je m'en occuperai moi-même et je ne t'en voudrai jamais. Et Nora, ma sœur si courageuse, a pris une inspiration et a dit. J'ai fait demi-tour pendant 9 ans. Pas cette fois. Puis elle est passée devant moi pour entrer dans la maison, dans la salle à manger. Et tout ce que ma mère avait bâti pendant 9 ans n'avait plus qu'environ 90 secondes. À vivre. La pièce, quand Nora y est entrée. C'est figé dans ce silence particulier qui ne survient que lorsqu'une assemblée de gens sur deux cesse brusquement de l'être. La bouche de tante Carole est restée ouverte au milieu d'une phrase. Mon père s'est levé lentement. Et ma mère a dit d'une voix qui se voulait rassurante, chaleureuse et vive, Nora. Ma chérie, Dieu merci, viens ici. Viens t'asseoir près de moi. Tendant déjà le bras. Rédigeant déjà le chapitre suivant où son enfant chéri se range à ses côtés pour faire honto. Fantôme. Mais Nora n'est pas allée vers elle. Nora s'est avancée jusqu'au milieu de la table. À l'endroit laissé vide où s'était trouvé le plat de rôti. Elle a ouvert sa chemise cartonnée et a commencé, très calmement, à déposer des objets sur la nappe blanche, les uns après les autres, comme une femme étalant les preuves qu'elle avait portées toute sa vie. Le premier objet qu'elle a posé était un bracelet d'hôpital, froissé, assoupli, reconnaissable entre mille. Elle l'a tourné pour que la table puisse le lire, Foster Polly. J'ai eu ceci au poignet, a dit Nora. Pendant 11 jours quand j'ai reçu ma greffe. J'avais 15 ans. Il porte le nom de ma sœur parce que c'est sous son identité qu'ils m'ont admise. Le deuxième objet était un flacon de médicaments, à l'étiquette jaunie. Polly Foster, tacrolimus. J'ai pris cela tous les matins pendant 2 ans, a-t-elle dit. Dans un flacon portant son nom. Je le lisais chaque fois que j'avalais la pilule. Polly Foster. Polly Foster. Je savais que ce n'était pas moi. J'étais une enfant, et je le savais. Ma mère a tenté de reprendre le dessus, ces flacons pourraient appartenir à n'importe qui. A-t-elle lancé trop vite à la tablée? Les pharmacies font des erreurs tout le temps. Cela ne prouve pas qu'ils aient fait la même erreur pendant 2 ans. Maman, a dit Nora sans même hausser le ton. À chaque renouvellement. Dans 2 pharmacies différentes. La bouche de ma mère s'est ouverte et refermée. Et toute la table l'a regardé chercher une explication sans rien trouver. Car il n'existe aucune version innocente au fait de voir le nom d'une femme saine sur les médicaments d'une enfant malade, mois après mois, pendant 2 ans. Ce n'est pas une bavure administrative, cela obéit à un protocole régulier. Puis elle a désigné le troisième élément. Le formulaire de consentement qui gisait déjà au centre de la table. Celui que notre mère avait déposé quelques minutes plus tôt. Et ça, a dit Nora d'une voix qui commençait à se briser. C'est le document dont tu viens de dire à tout le monde qu'elle l'avait signé. Je l'ai photocopié. Dans ce tiroir quand j'avais 17 ans. Maman. L'année même où j'ai trouvé le bracelet et le flacon. Je les ai pris plus tard. Dès que j'ai compris que j'en aurais besoin. J'ai tout gardé depuis le début. Le visage de ma mère était en train de subir une métamorphose que je ne lui avais jamais vue. Il se décomposait. Non pas en fondant en larmes, mais pire que cela, il perdait toute contenance. De la façon dont un visage se défait lorsque l'unique version des faits qu'il a maintenue pendant 9 ans par la seule force de sa volonté se retrouve soudain sans le moindre appui. Nora,
a-t-elle dit d'une voix devenue aiguë et fluette. Ma chérie. Tu te trompes. Tu n'étais qu'une enfant. Tu ne comprends pas ce que tu... Arrête. A dit Nora. Elle l'a prononcé à peine plus fort qu'un murmure, mais cela a cloué ma mère sur place. Car Nora n'avait jamais, de toute son existence, dit à notre mère d'arrêter. Je comprends exactement ce que j'ai entre les mains. Je le comprends depuis mes 17 ans. Tu as fait entrer ta fille malade dans la vie de ta fille en bonne santé pour que les factures deviennent le problème de quelqu'un d'autre. Et quand cette fille a fini par le découvrir et qu'elle est partie, plutôt que de te dénoncer parce que te dénoncer revenait à me dénoncer moi, tu as dit à tout le monde qu'elle m'avait abandonné. Tu t'es servi du fait qu'elle m'avait protégé comme de la preuve qu'elle ne m'aimait pas. Elle pleurait désormais ouvertement. Et moi aussi. Debout près de la porte. Elle m'a donné son nom tout entier pour que je puisse vivre, et toi? Tu en as fait un monstre pour cela. Et pourtant, parce que ma mère ne sait pas comment s'arrêter, elle a abattu sa dernière carte. Elle a pointé un doigt tremblant vers le formulaire de consentement sur la table. C'est une signature. A-t-elle dit à la pièce, désespérée. C'est la signature de Polly. Elle a consenti. Tout ceci n'est que... Et c'est à cet instant précis que j'ai plongé la main dans mon sac et sorti l'enveloppe que j'avais gardée fermée pendant 2 ans. J'ai compris enfin pourquoi je l'avais apportée. Pourquoi ma main s'était tendue vers elle ce matin-là. Pourquoi une part de moi avait toujours su que ce jour viendrait. Parce que Nora, en la voyant dans ma main, a eu le souffle coupé et a dit. Tu ne l'avais jamais ouverte. Et j'ai dit, non. Et elle a répondu, ouvre-la maintenant. Je l'ai déchirée à table, devant eux tous, les mains enfin stables. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. La première était une photocopie que Nora avait faite 2 ans plus tôt. Lorsqu'elle avait enfin décidé de tendre la main vers moi. La photocopie d'un document émanant de mon école d'infirmière à Columbus. Dans l'Ohio, mon planning officiel d'inscription et de stage clinique, tamponné et daté. Me montrant présente, ayant badgé à 800 km de là, dans un autre état. Chaque jour ouvrable de la semaine où ce formulaire de consentement posé au milieu de la table avait été signé en Pennsylvanie. Et agrafé au dos, formant le petit objet rigide que j'avais senti dans le coin pendant 2 ans. Se trouvait une carte d'embarquement. Ma carte d'embarquement Columbus-Philadelphie datée de 3 jours après la signature du consentement, la preuve de la toute première fois où j'avais pris l'avion pour rentrer ce printemps-là, 3 jours trop tard pour avoir pu signer quoi que ce soit. Les dates ne concordaient pas seulement mal, elles rendaient la chose matériellement impossible. Le jour où ma signature était censée avoir été apposée sur ce document dans la maison de ma mère. J'étais dans un hôpital de l'Ohio avec un badge portant ma photo. Et ma sœur avait passé 2 ans à conserver silencieusement les preuves qui le démontraient. Et la seconde chose dans l'enveloppe était un mot rédigé de la petite écriture appliquée de Nora. Long de 3 phrases. Il disait. J'ai trouvé ceci dans le tiroir de maman. Je sais ce qu'elle t'a fait. Dès que tu seras prête. Je dirai la vérité devant tout le monde. N. J'ai posé la carte d'embarquement et le planning à côté du document falsifié, côte à côte. Le mensonge et la preuve se touchant par les bords. Et j'ai prononcé la seule phrase de tout ce dîner que j'ai dite plus fort qu'un murmure. J'étais dans l'Ohio. Vous savez tous que j'étais dans l'Ohio. Puis je me suis tourné vers ma tante, qui avait pris la couleur de la nappe, et Carole. Tu as signé en tant que témoin. Tu l'as regardé falsifier mon nom et tu as apposé le tien en dessous. Alors, quand cette affaire sera examinée par quelqu'un d'extérieur à cette famille, ils auront 2 noms sur lesquels enquêter. Pas un seul. Tante Carole n'avait pas réponse à tout, cette fois. Il s'est avéré qu'elle n'avait aucune réponse. Elle a simplement fixé la feuille portant sa propre signature et a plaqué sa main sur sa bouche. Pendant un moment, personne n'a osé respirer dans cette pièce.
14 personnes qui avaient été absolument certaines pendant 9 ans. Et chacune d'elles regardait à présent le bracelet, le flacon, la carte d'embarquement. Les 2 signatures, et faisait le calcul que Rachel avait amorcé 10 minutes plus tôt. J'ai vu cette prise de conscience traverser la table comme un front froid qui s'abat. L'oncle Pet s'est pris la tête entre les mains. Une cousine a chuchoté, « Oh, mon Dieu », si doucement que c'était à peine audible. Et Carole. Carole n'était pas seulement un témoin passif qui avait avalé un mensonge. Carole avait signé. Carole avait vu ma mère falsifier mon nom et avait apposé le sien en dessous. Et pendant 9 ans, elle s'était tenue au premier rang des accusateurs, me traitant d'être sans cœur. Parce que tant que j'étais la coupable, personne n'irait regarder de trop près la ligne du témoin. Et maintenant, cette ligne s'étalait bien en vue au milieu de la belle table que mon père avait construite de ses mains, sous les yeux de toute la famille, et Carole ne savait plus où mettre les siennes. Alors elle les a plaquées sur sa bouche, comme pour tenter d'y retenir ces 9 dernières années. Elle n'y parvenait pas. Le silence qui a suivi a été le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. 14 personnes qui avaient approuvé d'un hochement de tête la fourchette de mon père étaient désormais incapables de me regarder, mais pour la raison inverse d'auparavant. Et mon père. Je dois vous parler de mon père, car son geste a été le plus discret de toute la pièce. Et il m'a totalement bouleversé. Pendant 9 ans, mon père avait pointé sa certitude contre moi comme cette fourchette. Et maintenant, lentement, devant tout le monde, il a pivoté sur sa chaise. Il s'est détourné de moi et a regardé sa femme. Pour la première fois de tout leur mariage, devant l'ensemble de la famille. Gérald Foster a tourné la tête, a posé les yeux sur Diane. Et n'a pas vu une femme qui avait remué ciel et terre, il a vu la personne qui avait fait cela. Et il n'a pas dit un mot. Il l'a simplement regardée, sans cesser de la fixer. Et ce regard était le bruit d'une histoire qui prenait fin. J'avais attendu 9 ans que quelqu'un à cette table se tourne enfin vers la bonne personne. Et en fin de compte, ce fut mon père, de tous les convives. Mon père qui, moins de 20 minutes auparavant, avait pointé une fourchette contre moi à travers cette même table. Il ne m'a pas présenté d'excuses. Pas sur le moment. Cela viendrait plus tard, maladroitement, comme cela vient toujours de la part d'hommes comme lui. Il ne pouvait simplement plus détacher ses yeux de sa femme. Tel un homme qui découvrait pour la première fois l'entièreté des 9 dernières années et sa propre contribution à avoir soutenu cet édifice. Ma mère a tendu la main à travers la table non pas vers les papiers, non pas pour se défendre. Elle a tendu la main vers celle de Nora et a dit ces mots que j'entendrai pour le reste de mes jours. Je l'ai fait pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et Nora, ma courageuse sœur, a retiré sa main doucement. De la manière dont on retirerait un objet fragile de la prise d'un enfant, et a répondu, non. Maman. Tu lui as fait ça à elle, et tu m'as forcé à regarder. Et c'était tout. C'était là tout le dénouement, préparé pendant 9 ans. Et cela ne s'est pas fait dans les cris, ni avec une porte claquée ou un éclat de voix. C'est arrivé grâce à une carte d'embarquement posée sur une nappe et à une femme de 27 ans qui a finalement refusé de tenir la main de sa mère. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je tiens à vous dire quelque chose directement. Car vous êtes la raison pour laquelle je peux enfin parler de tout cela. Si vous avez déjà été la personne que votre famille a choisi de blâmer. Si vous avez déjà eu une vérité pour protéger quelqu'un de plus vulnérable que vous et que vous l'avez regardé vous laisser porter le chapeau. Je veux que vous l'entendiez de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu. Votre silence n'était pas de la faiblesse. Garder le silence pour protéger une enfant malade n'est pas synonyme de culpabilité. Peu importe le nombre de personnes qui hochent la tête autour de la table. Et vous avez le droit, un jour, quand vous serez enfin prêt, d'envoyer 4 mots et d'ouvrir la porte. C'est tout ce que j'ai fait. Prenez une seconde, où que vous soyez. Et confiez-moi dans les commentaires cette vérité que vous portez et que vous n'êtes pas encore prêt à exprimer tout haut. Vous n'êtes pas obligé de préciser ce que c'est. Dites-moi simplement qu'elle est là, car je vous promets que le jour viendra où vous serez prêt
Et ce sera bien plus léger que vous ne le pensez. Nora et moi sommes partis ensemble. Nous ne sommes pas sortis avec fracas. Nous avons rassemblé le bracelet, le flacon et les papiers. Nous avons tout remis dans sa chemise. J'ai pris mon sac à main et nous avons franchi la porte d'entrée de cette maison côte à côte. Tandis que 14 personnes restaient assises dans un silence qu'elles allaient devoir démêler. Entre elles. Personne n'a tenté de nous retenir. C'est la partie que j'ai encore du mal à croire. Pas une seule des 14 personnes qui avaient passé 9 ans si certaines de ma culpabilité n'a prononcé le moindre mot au moment où je franchissais le seuil. Pas d'excuses, pas une main tendue, rien. Ce qui me convenait parfaitement. Je n'étais pas venu chercher leurs excuses. Et j'ai appris depuis qu'attendre après elles n'est qu'une autre manière de leur laisser la plume. La chaise vide de ma grand-mère était toujours dressée à table quand nous sommes passés devant. J'en ai effleuré le dossier une fois. Puis nous sommes sortis dans la fraîcheur du soir et la porte s'est refermée derrière nous. Et pour la première fois en 9 ans, l'histoire de Polly Foster était racontée par Polly Foster. Sur le perron, dans les dernières lueurs de ce jour de juillet. Ma sœur s'est tournée vers moi et m'a serré dans ses bras comme elle le faisait quand elle était petite. De tout son poids contre moi, avant que tout cela n'arrive, et elle m'a dit contre mon épaule. Je suis désolé de t'avoir laissé porter cela toute seule. Et je lui ai dit la vérité, qu'elle avait eu 15 ans, puis 17 ans. Qu'elle avait été bien trop effrayée, et que rien de tout cela, pas un seul jour, n'avait jamais été de sa faute. Nous n'avions jamais été l'une contre l'autre. Nous avions simplement toujours été toutes les deux contre le récit qu'une femme avait forgé sur nous, et ce récit venait de prendre fin. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes qu'on ne pourrait l'imaginer. Il n'y a pas eu d'arrestation spectaculaire, pas de procès public. Je ne me fais pas d'illusions sur les raisons. C'est en partie dû à la difficulté de poursuivre une telle fraude des années après. Et en partie au fait que Nora et moi avons décidé ensemble de ce à quoi nous souhaitions ou non nous confronter. Mais j'ai enfin réussi à faire nettoyer mon dossier médical. Nora étant prête à confirmer la vérité avec le bracelet, les flacons, mon planning et la carte d'embarquement, le service des fraudes de l'hôpital a ouvert un dossier, a signalé chaque entrée erronée et a entrepris le long travail de dissociation des antécédents médicaux de ma sœur de mon nom. Pour me rendre enfin à moi-même, une femme dont les reins, à 36 ans, ne lui ont toujours pas causé le moindre jour d'ennui. Nora et moi reconstruisons notre lien lentement. De la même façon qu'on restaure un meuble endommagé par l'eau. Préparée à trouver des zones pourries et surprise encore et encore de voir à quel point la structure en dessous est restée saine. Elle m'a confié des choses au cours des semaines suivantes que je garderai en mémoire pour le restant de mes jours. Elle m'a dit qu'elle savait depuis ses 17 ans. Depuis le jour où elle avait découvert le bracelet dans ce même tiroir alors qu'elle cherchait son extrait de naissance pour une inscription universitaire. Elle m'a raconté qu'elle avait essayé d'en parler à notre mère à l'époque et qu'on lui avait rétorqué qu'elle était confuse, qu'elle dramatisait, qu'elle se montrait ingrate envers cette vie qu'on s'était tant battu pour lui offrir. Elle m'a avoué que la véritable raison pour laquelle elle ne pouvait jamais me regarder était que chaque fois qu'elle le faisait, elle voyait la sœur qui s'était effacée pour la protéger et qu'on traitait de monstre en retour. Et elle ne pouvait pas supporter cette idée tout en restant au sein de cette famille. Alors, pendant des années, elle avait simplement choisi de détourner le regard. Et elle m'a parlé de l'enveloppe, comment, à 25 ans, elle avait fini par faire les copies, rédiger le mot et me l'envoyer. Avant de passer 2 années terrifiée à l'idée que je l'ouvre et que je la déteste de ne pas être intervenue plus tôt, et tout aussi terrifiée à l'idée que je ne l'ouvre jamais. J'ignorais ce qui était le pire, m'a-t-elle dit. Que tu la lises. Ou qu'elle reste dans un tiroir pour toujours, comme moi. Nous étions toutes les deux enfermées dans un tiroir, ma sœur et moi, pendant très longtemps. La seule chose qui nous en est sortie a été que l'une tende la main vers l'autre. Mon père m'a appelé une fois, environ un mois plus tard. Il n'a pas tout à fait réussi à formuler de véritables excuses. Les hommes comme mon père y parviennent rarement.
Mais il a dit. Je ne t'ai jamais demandé ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Pas une seule fois. Et j'ai répondu, non, en effet. Et je m'en suis contenté, car c'était la chose la plus vraie qu'il m'ait jamais dite. Tante Carole n'a pas appelé du tout. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Nora et moi sommes retournés au cimetière il y a quelques semaines, rien que nous deux. Pour voir grand-mère Ruth. Nous n'avons prévenu personne. Nous nous sommes tenus devant la pierre tombale, et Nora lui a tout raconté à voix haute. Le bracelet, le tiroir, le dîner, toute la façon dont l'illusion s'était enfin dissipée. Parlant à l'herbe comme si grand-mère Ruth était assise là dans sa chaise de jardin. Comme elle le faisait autrefois sur son perron. Et quand Nora a terminé, ma sœur a eu un rire un peu mouillé et brisé, et elle a dit. Elle savait. Elle a toujours su que c'était toi. Et j'ai répondu. Elle me l'a dit un jour dans l'allée. Elle disait qu'une mère connaît sa propre petite fille. Nous sommes restés jusqu'à ce que le froid tombe. En repartant. Je me suis arrêté à la voiture et j'ai fait une chose que j'avais l'intention de faire depuis des années, j'ai sorti la pile de cartes de grand-mère Ruth de mon sac. Toutes sans exception. Chaque carte portant la mention « Je te connais, ma chérie » qu'elle m'avait envoyée. Et j'en ai donné la moitié à Nora. Parce que ma sœur avait passé sa vie entière à être l'enfant parfaite. Celle que tout le monde croyait. Sans jamais avoir eu en main la preuve que quelqu'un l'aimait pour la vérité plutôt que pour l'histoire inventée. Désormais, elle l'a. La moitié de ses cartes lui appartient. Nous nous sommes partagés le seul héritage qui ait jamais eu de valeur dans toute cette famille, là. Sur le parking d'un cimetière. Et ni l'une ni l'autre n'avions besoin de quoi que ce soit d'autre de leur part. Je repense souvent à ce formulaire de consentement. À la façon dont ma mère l'a conservé pendant 9 ans comme son arme ultime. Tellement sûr qu'il la mettait à l'abri. Sans jamais imaginer que la fille à qui elle avait fait du tort et la fille dont elle s'était servie étaient les deux visages d'une même histoire. Et qu'un jour elle s'assiérait du même côté de la table. Elle pensait que le silence signifiait qu'elle avait gagné. Elle n'avait pas compris que certains d'entre nous se taisent, non pas par manque de choses à dire, mais parce que nous attendons que la personne que nous avons protégée soit assez forte pour se tenir debout toute seule. J'ai attendu 9 ans. Nora a attendu 4 ans avec ses papiers dans un tiroir. Et quand nous avons enfin été prêtes toutes les deux, il n'a fallu que 4 mots sous une table et 20 minutes. Je m'appelle Polly Foster. C'est mon vrai nom et ma véritable histoire. Et plus personne ne les portera jamais à mon insu. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de tout cela, c'est ceci. La vérité n'a pas besoin que vous criez. Elle a simplement besoin que vous cessiez d'être la seule personne à la porter. Merci d'avoir été dans cette pièce avec moi, où que vous soyez ce soir. Je suis heureuse que vous ayez été là.